Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission des Vim Masterclass Series. Lors de la précédente émission, nous avons passé du temps à parler conteneurisation, nous avons parlé également virtualisation. Aujourd'hui, avec nos deux invités que je vais présenter dans quelques instants, nous allons parler sécurité et data dans des environnements multi-cloud et cloud hybride. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui un invité qui est là habituellement, quasiment, Johan Castillo, bonjour. Bonjour Thomas. Alors Johan, je le rappelle, vous êtes responsable avant-vente chez Vim, merci d'être encore avec nous aujourd'hui. Et un nouveau venu, presque, je dirais, Mehdi Arafa, qui est responsable des architectes cloud platform chez IBM France. Mehdi, bonjour. Bonjour Thomas. Alors, j'aimerais qu'on commence cette discussion par une problématique que tous les deux vous connaissez bien, c'est celle de la donnée. Alors, on doit effectivement sécuriser les données sur site, c'est peut-être même beaucoup plus simple, mais sur cloud, il y a d'autres difficultés qui se posent, en tout cas d'autres questions qui se posent. La gestion de la donnée, elle est devenue aujourd'hui centrale, je pense que vous en conviendrez tous les deux. Quelles sont les problématiques qui se posent lorsqu'on doit sécuriser une donnée, la gérer dans des environnements multi-cloud et cloud hybride? Johan d'abord et puis Mehdi juste après. Alors Thomas, je pense qu'on peut résumer en quelques mots au final. Alors, au-delà de problématiques, je pense que je parlerai surtout de défis ou de challenge, si on prend un anglicisme. Disons que aujourd'hui, le grand défi, c'est de contrôler la donnée. Depuis quelques années maintenant, les entreprises, les utilisateurs consomment les données cloud et les consomment, en fait, quel que soit l'endroit où elles se trouvent. Donc peu importe qu'elles soient sur tel cloud ou tel cloud, ce qu'ils veulent, c'est avoir accès à la donnée. Donc le grand défi, c'est aujourd'hui de pouvoir contrôler cette donnée. Et quand je dis contrôler, c'est au niveau de l'entreprise, au niveau aussi, après, des solutions utilisées, justement, puisque maintenant, comme je le disais, les données sont fragmentées dans ce qu'on appelle le multi-cloud. Quand on dit, pardon Johan, quand on dit contrôler, c'est exercer un contrôle équivalent de ce qu'elles avaient sur site. Elles veulent retrouver le même type de contrôle sur du multi-cloud. C'est pas forcément possible d'ailleurs, mais... Disons que on peut faire un parallèle. On peut faire ce parallèle-là. Maintenant, les données qui sont consommées dans le cloud sont consommées un peu différemment de ce qu'on faisait ou ce qu'on fait encore d'ailleurs, on-premise. Mais disons que les données maintenant, elles peuvent être réparties à un endroit sur un cloud A. Elles peuvent être envoyées sur un cloud B. On en reparlera peut-être à titre de protection de la donnée, mais aussi à titre de haute disponibilité pour de la production. Donc du coup, aujourd'hui, le contrôle, c'est surtout une visibilité aussi. Je pense que le mot visibilité est intéressant. C'est pouvoir garder une visibilité complète sur la donnée. Où est-ce qu'elle se trouve? Qu'est-ce qu'il en est fait à l'instant T? Et comment je peux exercer dessus des actions selon les besoins de mes utilisateurs et de mes applications. Ça, c'est extrêmement important. Et vous l'avez cité, le cloud hybride. Ça, je pense, c'est aujourd'hui dans toutes les normes, tout le monde utilise le cloud en mode hybride. Le nouveau mot, si j'ose dire, à la mode, c'est le multi-cloud. Aujourd'hui, le multi-cloud, et c'est pas seulement un buzzword. Moi, j'aime bien dire multi-plateforme à la place du multi-cloud. Les puristes me donneront peut-être tort, mais en tout cas, on est vraiment sur cette notion de visibilité et de contrôle. Est-ce que les entreprises n'ont pas, je dirais, tendance à foncer un peu tête baissée dans ces projets de cloud? Parce que, Johan, vous venez de le dire, il y a, je pense, un vrai élan des entreprises. Alors, les raisons, on les connaît, c'est scalable plus facilement, on peut revoir ses besoins à la hausse ou à la baisse suivant les projets. Mais pour autant, est-ce que les entreprises, malgré tous les avantages du cloud, est-ce qu'elles n'ont pas finalement tendance à y aller sans forcément se poser toutes les questions qu'elles devraient se poser, Mehdi? Absolument. Ce que je dirais, c'est que je suis entièrement en phase avec ce que dit Johan sur le multiplateforme. Et quand on fonce tête baissée, ce qui peut arriver, ce que j'ai constaté chez un certain nombre d'entreprises, on arrive dans du multi-cloud et du multiplateforme par accumulation. Alors que ce qui est vraiment important, c'est de penser ce multiplateforme. Parce qu'au final, chaque entreprise va se retrouver avec une utilisation de SaaS, des workloads dans une région particulière où on va utiliser une plateforme de PaaS, des workloads un peu plus legacy qui vont passer par exemple sur du IaaS. Et tout cela, il faut le penser dans sa globalité. Et les fournisseurs de cloud vont donner les outils pour pouvoir couvrir un périmètre précis, mais c'est cette réflexion globale de bout en bout qui doit intégrer du PRA, qui doit intégrer de la sécurité, qui doit intégrer des questions de souveraineté et de cohérence de données, qui doivent vraiment être pensées et où finalement il faut vraiment prendre le temps de réfléchir par rapport à cela, d'aligner ça avec des processus opérationnels,
Le cloud ne va pas éliminer les processus opérationnels, mais il va les modifier, il va les ajuster. Et il faut penser l'outillage de bout en bout pour donner une cohérence, par exemple dans le cas du cycle de vie de données, mais par exemple ça peut s'appliquer également dans la supervision, la gestion des logs, dans la conservation, l'archivage, la sécurité aussi, les questions de chiffrement, les questions de réseau. Donc c'est énormément de domaines qui sont complexes et qu'il faut penser de bout en bout, parce qu'au final, si on ne le fait pas, on va avoir en fait finalement un archipel de cloud qu'on va utiliser et avec une gouvernance encore plus complexe et des outils encore plus complexes et qu'on ne maîtrise pas toujours. Voilà. Cette question d'outillage que vous posez, Mehdi, elle est vraiment centrale, notamment si on en vient sur la question de la gestion fine de la donnée, puisque les entreprises, qu'on soit sur un cloud public, privé, ou qu'on soit sur de l'hybride, du multiplateforme, pour reprendre votre terme, Johan, elles ont besoin d'avoir, et je le disais tout à l'heure, le même contrôle sur la donnée, la même visibilité. Les fournisseurs de cloud fournissent, pour une bonne partie d'entre eux, une bonne palette d'outils, mais elle ne suffit pas toujours. Pourquoi justement est-ce qu'elle ne suffit pas toujours alors qu'on trouve, pas forcément les citer, mais une auréa d'outils chez les uns et chez les autres, Johan et Mehdi? Je pense qu'on peut répondre très simplement à ça. C'est tout bêtement, aujourd'hui, chaque cloud, chaque fournisseur de cloud, qu'il soit un hyperscaler ou même au plus petit, des cloud providers, va fournir des outils en natif, qui sont des très bons outils au demeurant, qui sont très très bons, mais qui répondent à leurs besoins pour leur cloud à eux. Aujourd'hui, et je pense que les gens l'ont compris, on est en mode multi-cloud, multi-plateforme. Donc derrière ce mot-là, forcément multi-fournisseur. Multi-fournisseur, donc j'ai besoin d'avoir on top, donc au-dessus de tout ça, d'avoir une gestion centralisée, et une fois de plus on revient sur ces termes de visibilité globale de la donnée, entre mes différentes plateformes. Que je choisisse, c'est le cloud A, B, C, peu importe, j'ai besoin d'un outil qui va pouvoir aller agréger toute cette visibilité des données et pouvoir prendre une donnée ici et l'envoyer de l'autre côté. Et aujourd'hui, les outils natifs ne peuvent pas le faire, ou alors peuvent le faire, mais vous doutez bien qu'ils ne vont pas, on va dire, donner toutes les clés, ou en tout cas pas facilement. Donc disons que je pense qu'aujourd'hui, une gestion granulaire et globale passe par des outils tiers, et ça, je pense que beaucoup d'entreprises l'ont compris. Et Mehdi a très très bien résumé cette notion de bien préparer les architectures, les applications, lorsqu'on commence à consommer du cloud. Voilà. Est-ce que justement, dans cette idée-là, les fournisseurs, avec la très large palette d'outils qu'ils proposent, n'ont-ils pas tendance plutôt à faire passer leurs intérêts, leur vision des usages, à celle des entreprises qui sont leurs clients? J'irais dans le sens où les fournisseurs de cloud fournissent des outils qui conviennent à leur périmètre. Donc vous allez par exemple prendre un outil PaaS de container, il va intégrer un processus de sauvegarde. Ce processus, si on ne prend que cela, il est suffisant. Après, ce qui se passe, c'est que ce processus-là va vivre de bout en bout, il va collaborer, il va cohabiter avec une base de données. Cette base de données se trouvera peut-être chez un autre fournisseur de cloud, ou bien vous allez avoir peut-être un cycle de données ou des API qui vont aller s'intégrer avec un fournisseur de SaaS tiers. C'est cette vision-là qu'il faut vraiment intégrer. Donc ça, c'est vraiment quand on est déjà dans le domaine du périmètre précis. L'autre chose, c'est que souvent, les outils du cloud et les services du cloud sont assez différents. Vous n'avez pas toujours le même niveau de service. Des fois, vous avez des niveaux de service chez vous, dans votre data center, qui sont différents de ce que vous avez dans le cloud. Il faut évoluer, il faut les faire évoluer, mais souvent, on ne va pas faire rentrer le service du cloud exactement dans la boîte et l'ajuster complètement. Donc du coup, par exemple, si le niveau de SLA n'est pas différent au niveau de disponibilité, par exemple, il faut penser, par exemple, à faire un plan de reprise d'activité sur un autre site qui peut être dans le cloud, comme il peut ne pas l'être dans le cloud. Et c'est là où c'est clé d'avoir une réflexion en se disant quels vont être les outils qui vont me permettre, par exemple, de faire ma réplication synchrone ou asynchrone, peu importe. Quels sont les outils sur lesquels je vais m'appuyer, par exemple, pour faire ma migration de données? Quelles sont mes contraintes? Est-ce que j'ai des contraintes d'adresse IP que je dois reprendre? Est-ce que j'ai des contraintes sur la cohérence d'outillage que je veux continuer à conserver? Et c'est là où les fournisseurs de cloud investissent énormément, ils fournissent des outils, mais ces outils correspondent à un périmètre et il faut élargir la réflexion à l'ensemble du périmètre, d'un point de vue métier, d'un point de vue applicatif, mais également d'un point de vue opérationnel, outils et niveau de disponibilité. Et une fois qu'on a ça, on a une bonne vision d'ensemble de ce qu'il faut à peu près construire pour pouvoir piloter tout cela de bout en bout. Johan ? Si je peux me permettre, un exemple tout bête, en fait, qui
qui me concerne directement, mais il y en a une multitude d'exemples. Pour compléter peut-être votre question initiale, aujourd'hui, par exemple, O365, Microsoft O365 est un outil SaaS dans lequel on va consommer de la donnée. Aujourd'hui, Azure donne Microsoft donne des outils natifs pour la sauvegarde, pourquoi pas l'archivage très court terme. Mais aujourd'hui, on doit, si on veut rentrer dans une notion d'archivage long terme, de haute disponibilité multisite, etc., on doit mettre un outil on top de ça et qui va pouvoir gérer, pourquoi pas, l'envoi des données O365 qui viennent de Microsoft vers un cloud concurrent, mais donc du coup complémentaire pour l'entreprise. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un exemple important et intéressant. Voilà. Dans cette stratégie globale que vous avez précisée tous les deux, et je reviens juste sur un élément que vous avez mentionné, Mehdi, à l'instant, c'est vrai que vous avez dit, vous l'avez précisé, alors je ne vais pas le faire avec une telle richesse de détails que celle que vous avez à l'instant, mais vous précisez qu'il y a effectivement des usages, des outils, des API. Est-ce que ce n'est pas finalement beaucoup plus complexe pour une entreprise de commencer par les usages d'abord, par les outils, donc par les besoins qui sont les siens, et de se projeter vers un outil cloud qui va y répondre, ou est-ce qu'elle doit faire plutôt le cheminement inverse et se dire peut-être qu'avec telle solution, il faudrait que je la connecte de telle manière ou telle manière? Quelle est la bonne grille de lecture, mais surtout le moyen le plus simple d'aborder cette problématique? Je dirais que j'ai vu les deux. Après, mon expérience et ma vision, c'est qu'il faut d'abord commencer par l'usage. Le cloud n'est pas une fin en soi. Le cloud est un moyen. Et le cloud peut permettre de déployer, de développer, d'accéder à des données beaucoup plus vite et d'accéder aussi à des données non structurées, auxquelles je n'aurais pas accès normalement dans un monde normal. Donc, par exemple, si j'ai besoin d'accéder à des données météo, je ne vais pas aller fabriquer un service de gestion de météo de bout en bout. Il y a des entreprises qui investissent des milliards là-dessus, comme on le fait avec IBM, pour pouvoir donner ces données-là en API. Si je veux bénéficier de l'IA, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont capables de construire leurs propres réflexions et leurs propres solutions d'IA. Donc, il y a des sujets sur lesquels le cloud est incontournable. Il y a des sujets sur lesquels le cloud est un moyen de faire vraiment de la productivité, d'aller beaucoup plus vite. Il y a des sujets sur lesquels la question mérite d'être posée. Est-ce que ça vaut le coup d'aller vers le cloud, ou est-ce que je reste sur mon existant, ou est-ce que je fais des compromis techniques? Une fois qu'on a ça, on se dit, je vais utiliser le cloud pour A, B, C. Sur le reste, ça va être du cas par cas. Sur d'autres cas, je peux dire aussi très bien que je vais garder mes données là où elles sont et les hybrider et les intégrer. Et après, une fois qu'on a cette idée-là, on peut construire la réflexion suivante qui est comment est-ce que je vais mettre mon outillage et comment est-ce que je vais penser mon multi-cloud. Mais il faut commencer par l'usage, de mon point de vue. D'accord. Toujours l'usage, plus que jamais, l'usage. Lorsqu'on parle de cloud hybride, de multi-cloud et de multiplateforme, encore une fois, la question de la virtualisation et des conteneurs, finalement, elle n'est jamais très loin. Comment est-ce qu'on aborde la question de la sécurité sur des environnements comme les conteneurs, comme les VM, les machines virtuelles, qui sont je le disais la dernière fois, on en parlait, Johan, lors d'une dernière émission, je disais éphémères, c'est pas le bon terme, mais en tout cas des environnements qui ne sont pas forcément pensés pour vivre sur une durée très longue ou qu'on peut éteindre très rapidement. Mehdi, puis Johan. Je dirais que sur les histoires d'architecture, les conteneurs sont les architectures de demain. Donc c'est vraiment, elles contiennent énormément d'outils pour la gestion de vulnérabilité, pour le chiffrement. Il y a énormément d'éléments qui intègrent déjà de la sécurité. Et encore une fois, pour me répéter, il y a déjà une transition pour y arriver. Donc tout n'est pas prêt pour y être. Il y a la proportion de workloads qui sont dans le cloud ne dépasse pas les 20%. On n'est qu'à 20% aujourd'hui. On est en dessous de 20%. Il y a par exemple, dans le domaine du bancaire et de la santé, on est en dessous de 10%. On est sur des domaines là qui sont très frileux. Qui sont très régulés, en fait. Je ne dirais pas frileux, ils sont très régulés. Oui. Le passage vers le cloud n'en est qu'à ses débuts. Et ce sera un cloud complexe avec du on-premise qui va continuer. Mais on va moderniser progressivement l'applicatif et le monde de la virtualisation ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc, il faut vraiment penser cette cohabitation.
là-dessus. C'est ça qui est vraiment crucial. Il faut se dire, ce n'est pas une transition rapide et demain, je vais être complètement dans un mode de container. Non, il va y avoir un peu de tout. Il y a des types d'applicatifs qui ne correspondent pas du tout à des containers. Il y a des types d'applicatifs qui s'y prêteront, mais ils ont encore besoin d'une évolution. Donc c'est une transition qu'il faut penser. Et encore une fois, une transition, mais où il ne faut pas y aller sans avoir une bouteille d'eau à côté de soi. Voilà, il faut vraiment avoir les outils, les process et la réflexion pour pouvoir faire fonctionner tout cela de bout en bout et ajuster et revenir en arrière aussi des fois quand on a besoin de corriger, qu'on constate que par exemple des fois les performances ne sont pas en rendez-vous, qu'on a des incohérences en termes de latence, etc. Johan, comment est-ce qu'on aborde cette question-là, de votre point de vue, de sécurisation de la donnée dans des environnements virtualisés et conteneurisés ? Je pense que Mehdi a très très bien résumé, donc je vais essayer de rajouter quelques mots. Non, c'était très pertinent. Disons qu'aujourd'hui, j'ai bien aimé, Mehdi, quand vous avez précisé qu'aujourd'hui, il y a une cohabitation. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le container, c'est une nouvelle technologie, c'est super, ça fait quelques années que ça existe. Maintenant, on l'utilise en production parce que c'est devenu mature. La virtualisation est toujours là et ça va continuer à cohabiter. Alors à court terme, moyen terme, long terme, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ce beau petit monde est encore là. Et les containers sont un usage parmi d'autres pour répondre, encore une fois, aux problématiques des entreprises. Et c'est ça qu'il faut mettre au centre du discours, c'est les problématiques, les besoins des entreprises et qu'est-ce qu'elles ont besoin pour consommer. Est-ce qu'elles ont besoin du cloud, oui ou non? Ça se peut que ce ne soit pas le cas. Et si elles ont besoin du cloud, peut-être qu'elles ont besoin du container dans du cloud, etc. etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a cette notion-là qui est importante à donner. Ensuite, les containers, microservices, c'est aussi un autre nom qu'on peut donner, ça fait partie de la famille. C'est quelque chose qui est extrêmement éphémère, portable, léger. Donc c'est quelque chose qui est facilement transposable. Et du coup, dans un monde multi-cloud, multiplateforme, on va pouvoir s'amuser, si j'ose dire, avec ces différents services containers pour les consommer sur tel ou tel cloud et pour en faire finalement une sorte de plateforme globale pour l'utilisateur, pour les utilisateurs. Voilà. Où aujourd'hui, la virtualisation, c'est faisable, mais c'est peut-être un petit peu plus complexe ou moins agile, si j'ose dire, même si c'est faisable, hein, attention. Voilà, donc, on est dans ce monde-là. Alors, derrière, effectivement, il faut les protéger, il faut les sauvegarder. C'est un monde qui est très agile, qui est tout de même complexe. Et derrière, la donnée est extrêmement fragmentée. Moi, la réponse que j'ai à ça aujourd'hui, ça va être... je vais parler, j'en suis navré, mais je vais parler aujourd'hui. Nous, on a eu la chance de pouvoir avoir Casten dans notre portfolio, désormais, depuis 2020, fin 2020. Et ces genres d'applications, ce n'est pas les seuls sur le marché, il faut être honnête, maintenant c'est un des leaders, qui permettent d'avoir cette visibilité globale de ce monde containerisé, en fait, de ce monde de microservices, à travers les différents clouds, et de pouvoir surtout jongler et de prendre la donnée à cet instant-là, à cet endroit-là, et de l'envoyer à cet autre endroit-là. Et ça, c'est important parce que, Mehdi en a parlé, les gens, quand on va dans le cloud, enfin dans les clouds, on doit se poser la question de l'usage et on doit se poser la question des architectures. Comment je vais consommer? Quelle architecture je vais créer? Parce qu'au final, ça reste une architecture, une infrastructure, au même titre qu'on-premise. Et donc, qu'est-ce que je vais construire pour répondre aux besoins? Et comment je vais le sauvegarder? Et comment je vais pouvoir aussi avoir cette réversibilité? On y reviendra peut-être. Donc, tout ça est extrêmement important et je pense qu'il faut se poser toutes les questions. Mehdi a parlé de PRA, par exemple. Il y a aussi la data protection qui est au centre de la discussion également. Oui, et qui ne disparaît pas quand on parle de cloud. Au contraire, bien au contraire. Et on se rend compte, j'ai parlé de l'exemple d'O365 parce que j'en parle tous les jours, donc j'utilise souvent. O365, c'est un exemple qui est parfait aujourd'hui. Mais il y en a tellement d'autres, et je pense que Mehdi a des exemples aussi. C'est aujourd'hui, les gens consomment dans le cloud, dans les clouds des applications, et ils vont penser que, c'est une phrase pour les gens qui regardent les différents épisodes que je dis beaucoup, le cloud, c'est pas magique aujourd'hui. Le cloud, c'est pas magique, et on consomme les applications, mais il faut se poser la question de dire, il faut sauvegarder, il faut protéger, il faut donner de la résilience dessus, tout simplement. Et ça, c'est important. Et du coup, aujourd'hui, les gens se posent cette question-là, et encore plus dans le multi-cloud. Voilà. Donc je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin dans la discussion, mais la notion est là, voilà, c'est ces notions-là.
Ça, ce serait peut-être même un épisode. Il faudra faire une suite avec plaisir. au précédent épisode. Sauvegarde, c'est un sujet que vous connaissez bien, Johan. Comment est-ce qu'on sauvegarde dans ces environnements conteneurisés, virtualisés, je le disais, éphémères, agiles, qui pourtant ont besoin aussi d'être, sur lesquels les données ont besoin aussi d'être sécurisées et d'être, j'ai presque envie de dire, je vais pas dire sanctuarisées, mais en tout cas bien sécurisées. Je pense que dans mon intervention juste avant, je pense que j'ai dit quelques mots, enfin j'ai plutôt répondu à la question. Si je pouvais rajouter quelques mots, c'est que je dirais que, autour notamment de Casten, une fois de plus parce que je connais bien la solution, l'important c'est d'avoir la visibilité. La visibilité sur cette donnée containerisée, sur ces microservices, parce que c'est un monde qui est beaucoup plus agile. Donc du coup, qui dit agile dit que cette donnée va s'amuser entre différents clouds et les utilisateurs, eux, ne vont pas se poser la question, eux, ils veulent juste consommer. Et du coup, vu que cette donnée est potentiellement entre différents clouds, élastique, on doit avoir une application qui a cette bonne visibilité. Une fois de plus, c'est question de visibilité en fait. J'aime beaucoup ce terme parce que je trouve pertinent. On doit pouvoir savoir où se trouve la donnée, qu'est-ce qu'il en est fait à l'instant T, et comment je peux la gérer, et je peux la backuper, l'archiver, etc., etc. Et donc des solutions notamment comme Casten, mais pas que, peuvent répondre à ce besoin-là. On a beaucoup parlé de sauvegarde depuis le début de cette émission. Est-ce que le cloud, Johan, peut-il être considéré comme une plateforme de sauvegarde comme une autre ? Si c'est le cas, comment est-ce que justement on peut se servir de manière la plus efficace d'un cloud, privé ou public d'ailleurs, comme d'un support de stockage et de sauvegarde, pardon ? Je dirais que je pense que si je cite le mot S3, je pense que tout le monde va avoir plein d'idées en tête et au final tout le monde va avoir compris. Il faut savoir que le cloud a commencé, alors c'est pas tout à fait vrai, mais on va schématiser, à être consommé grâce à ça. C'est-à-dire que les gens ont commencé à envoyer en fait de la donnée à titre d'archivage, à titre de sauvegarde, etc., notamment via S3, grâce à AWS. Maintenant c'est généralisé, hein, bien sûr, et à stocker leurs données parce que c'était peut-être moins cher, parce qu'on la gérait un peu moins. Vous voyez, on n'avait pas cette notion d'infrastructure à gérer derrière, de scalabilité, etc. Nous, on envoyait la donnée. Et donc, du coup, cette façon de consommer la donnée et d'envoyer notre archivage sur un autre site, déjà d'une, on a peut-être moins d'infra à gérer, des coûts réduits, et on se pose moins la question, même si aujourd'hui, il faut faire quand même attention, parce on est dans le sujet multi-cloud. Une fois qu'on envoie la donnée, par exemple, chez le cloud numéro A, on doit pouvoir la répliquer sur le cloud numéro B. Voilà, tout simplement. Ça, c'est important, mais effectivement, le cloud comme espace de stockage, c'est quelque chose qui est aujourd'hui dans tous les projets, c'est quelque chose qui est acté et qui est utilisé depuis quand même de nombreuses années. Voilà, je pense que là-dessus, tout le monde est plutôt d'accord, il y a un consensus général sur cette façon de consommer. Je ne sais pas si Mehdi est d'accord, mais globalement. Entièrement d'accord. J'ajouterais que le cloud a démocratisé l'accès à la donnée et son stockage, et l'a simplifié. Et c'est une tendance qui est irréversible. Après, le monde évolue entre-temps. Donc, le cloud n'est pas une destination finale. On est dans un monde de fait qui va s'hybridiser il y a des évolutions, par exemple, en ce moment, avec l'arrivée aussi du cloud distribué, qui fait que maintenant, on a de plus en plus d'entreprises qui peuvent, chez elles aussi, déployer, on le fait en ce moment avec nos offres qu'on appelle satellites, mais plus important que ça, la tendance, c'est qu'il va y avoir de plus en plus la possibilité de consommer chez soi le cloud et le mettre en cohabitation avec des workloads qui sont dans le cloud. Il y a des zones géographiques qui ne sont pas couvertes par le cloud. L'Afrique, l'Europe de l'Est, des zones entières de l'Asie, il n'y a pas du tout de cloud public là-dedans. Et ça fait évoluer les usages. Donc le S3, par exemple, les conteneurs, les outils de sauvegarde, vont devenir aussi consommables dans ses propres data centers, et il va y avoir des évolutions dans ce sens-là. Donc le cloud a vraiment démocratisé l'accès et le stockage de la donnée, et cette démocratie maintenant commence un peu à s'articuler différemment dans plusieurs autres domaines qu'on ne supposait pas au début. Voilà.
On arrive quasiment à la fin en fait de cette émission, et je voudrais vous poser une dernière question que vous avez bien sûr abordée tout au long de cette émission. C'est celle de la possibilité de changer de fournisseur ou pas, qu'il s'agisse d'archivage, on vient d'en parler, qu'il s'agisse de sauvegarde ou stockage, vous venez de l'aborder, vous venez de le dire Mehdi, les organisations peuvent être tentées de changer de fournisseur. Comment est-ce qu'elles peuvent justement éviter ce lock-in, en bon français, ou cet enfermement, encore mieux, qu'une bonne partie des organisations craignent? Mehdi. Ce qui est très important, c'est quand on lance une réflexion sur le cloud, c'est de ne pas rentrer dans le syndrome Hotel California, c'est-à-dire vous pouvez y rentrer, vous ne savez pas quand est-ce que vous pouvez en sortir. Donc ce qui est important, c'est d'avoir une vraie réflexion sur un possible retour en arrière, parce qu'il y a souvent des mauvaises surprises aussi. On se rend compte des fois que les équipes ne sont pas armées. Des fois, on a des coûts qu'on n'avait pas du tout supposés. On se dit, non, mais je vais faire telle économie, puis après, on se retrouve avec des coûts, des fois sur le réseau, sur le stockage qu'on n'anticipait pas. Il y a plein de choses, et il arrive que les entreprises mettent le haut là, reviennent en arrière. Ce qui est important, c'est intégrer au maximum de l'open source dans la réflexion. Première chose. Dans le PaaS, honnêtement, on peut vraiment faire son PaaS de A à Z en open source. Il n'y a vraiment aucune raison qui empêche. Franchement, se retrouver en disant je vais utiliser tel standard propriétaire de conteneur, c'est absolument délirant. C'est pas du tout une obligation. Non, mais en fait, c'est même stupide de le faire. En fait, disons qu'il faut vraiment avoir une réflexion en disant je vais utiliser des données, je vais utiliser des bases, je vais utiliser le maximum de choses en open source. Il n'y a absolument rien qui empêche de le faire. Dans le IaaS, c'est plus complexe. Dans le IaaS, parce qu'on peut hériter de workloads qui vont être sur du VMware, qui n'est pas vraiment open source, mais qui est transposable chez plusieurs fournisseurs de cloud. Donc c'est quand même aussi un avantage. Et d'une certaine façon, ça donne une certaine indépendance. On peut dire, je veux aller chez AWS ou chez IBM ou chez tel autre fournisseur de cloud. Je peux déployer mes workloads de cette façon-là. Donc il faut vraiment au maximum se dire quels sont les possibles moyens d'exécution dans le cloud et comment est-ce que je réduis au maximum du maximum tout ce qui est propriétaire. Et ça, c'est la première réflexion. Ça permet vraiment déjà de se simplifier la vie et d'avoir un plan et de savoir comment est-ce que je peux, à un moment donné, me dire, finalement, chez tel fournisseur de cloud, je ne m'y retrouve pas. Donc, je reviens, j'appuie en arrière et j'ai un plan pour pouvoir récupérer mes images, mes données, pouvoir les rapatrier chez moi, chez un autre fournisseur de cloud. Il faut avoir cette réflexion-là et il faut avoir une capacité à revenir en arrière. Après, il y a des termes de réversibilité qu'il faut discuter avec son fournisseur de cloud. Le diable est dans les détails, mais il faut avoir à peu près une assurance à 80%, comme quoi on sait où on va dans ce sens-là. C'est pas bon quand on se dit je ne sais pas comment je vais revenir en arrière là-dessus. Et dernière chose, il faut intégrer au maximum des outils qui soient natifs et qui soient compatibles avec plein de fournisseurs de cloud. Encore une fois, c'est à Vim que je vais faire la publicité cette fois-ci, mais Vim est un outil que nous aimons beaucoup utiliser dans des projets parce que chez des clients, ils nous disent « Non, mais c'est super parce que j'utilise déjà du Vim chez moi. C'est compatible avec... Est-ce que je peux réutiliser mes licences? Est-ce que je peux utiliser en complément avec telle autre chose ?» C'est important de se dire « J'ai des outils qui fonctionnent avec plusieurs fournisseurs de cloud. » Donc, c'est cette réflexion qu'il faut avoir pour se dire « Je reviens en arrière, j'utilise au maximum de l'open source et j'utilise des outils qui sont compatibles, API ou pas. Et des fois, on peut le faire aussi, on peut forcer un peu les choses en disant « Ok, très bien, je vais construire des connecteurs qui vont me permettre de pousser des données vers un outil tiers. » Mais encore une fois, dans le cadre d'une réflexion ensemble. Yoann, comment Vim, justement, participe à cette possibilité, en tout cas, offerte aux organisations de faire un retour en arrière ou de changer de fournisseur au besoin? De plein de manières. On n'aura pas le temps de tout aborder aujourd'hui. Mais non, en quelques mots, mais je fais une petite parenthèse. J'ai bien aimé Mehdi qui parle d'open source. Effectivement, et d'ailleurs, il y a quelques jours, un jour ou deux, j'ai eu l'occasion de lire un article de l'ANSSI, je pense qu'on connaît tous très bien, qui justement mettait en avant les solutions open source, pas que pour le cloud, mais qui en parlait longuement. Et donc, c'est intéressant que Mehdi fasse ce parallèle pour le cloud. Et je suis tout à fait d'accord, en l'occurrence. Alors, effectivement, Vim et Mehdi en a un petit peu parlé. Aujourd'hui, nous, on part du principe, et d'ailleurs, j'en ai déjà parlé lors d'une émission précédente, on ne doit pas, aujourd'hui, Vim d'ailleurs a développé différents produits
différents produits pour chacun des... pas tous, hein, mais pour les grands hyperscalers. Pourquoi différents? Parce qu'on veut les adresser chacun très bien, et on veut surtout pouvoir dire, pour tel fournisseur AWS, je veux pouvoir prendre la donnée et puis l'envoyer, l'entreprise, hein, l'utilisateur, et l'envoyer par exemple chez un autre fournisseur parce que je ne veux plus être chez AWS, parce que je veux faire une réplication sur une seconde donnée, etc. etc. Donc nous, aujourd'hui, chez Veeam, on a cette approche en disant il faut que vous vous posiez la question, monsieur l'entreprise, monsieur l'utilisateur, de cette réversibilité. Et vous avez tout à fait raison, Mehdi, c'est aujourd'hui la première question, et ça semble logique, mais c'est fou. Certains, aujourd'hui, ne se posent pas la question parce qu'ils pensent que c'est de base dans le contrat. Ils ne se posent pas la question de dire... Tout ira bien. Voilà, exactement. Comment je reviens en arrière? Et j'ai des anecdotes à raconter où des clients, des grands comptes, ont foncé dans un service cloud et ils se sont rendus compte, quand c'était en prod, qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Donc, Veeam, aujourd'hui, propose des services qui vont vous permettre de prendre la donnée, de l'envoyer à un autre endroit et de la restaurer, par exemple, et donc de repartir, en fait, sur deux clouds différents avec la même donnée. Et donc, cette notion de lock, et puis notamment de réversibilité, eh bien, on l'a fait sauter grâce à ça. Alors, il n'y a pas que cet outil-là, il n'y a pas que nous, il n'y a pas que Veeam, bien sûr, mais disons qu'on fait partie de la chaîne et on facilite l'usage aux entreprises pour justement aller vers cette notion de multi-cloud et, comme je disais, de visibilité et surtout d'agilité entre les différentes plateformes. Voilà, on est une partie de l'équation. Et ce sera le mot de la fin. Mehdi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Yoann, merci beaucoup. Peut-être une prochaine émission d'ailleurs. Avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition des Veeam Masterclass Series. Bonne journée. Au revoir.